Avant de commencer, j'ai regardé le pornographe et puis il y a un moment donné, Jean-Pierre Léaud qui dit quelque chose et il dit c'est indécent de parler de soi. Et je me suis dit, vu que c'est vous qui scénarisez votre film et vos films, est-ce que ça va être bien de parler de vous pendant 1 heure là ce soir devant nos spectateurs? On va pas parler de moi, on va parler de mes films. Et de vous aussi, Bertrand. Aïe, aïe, aïe. Et de vous Et là, je aussi. m'autorise à mentir. D'accord. Alors, euh, c'est un Niçois qui est de retour chez lui, parce que vous êtes né le 11 septembre 68 à Nice. Vous avez grandi ici, hein. Euh, Tout à l'heure, je vous disais, vous avez découvert le cinéma, pas vraiment, mais quand même un peu à Nice. Vous avez vu votre premier souvenir cinématographique, c'est Moonraker, que vous avez vu au Grand Escurial quand c'était encore un cinéma. C'est ça? Et il vous a Oui, tout à marqué. fait, ouais. Oui, ça m'a marqué. Euh, alors, je crois que c'était très lié aussi au personnage de James Bond. Et après, ça devient une Madeleine. Moi, j'ai jamais raté un James Bond, même les mauvais. Enfin, autant Star Wars, je suis passé complètement à côté, autant les James Bond, voilà, c'est des souvenirs d'enfance très forts. Ouais. Et vous avez grandi dans une maison qui s'appelait Apollonide, dans les hauteurs de Nice. J'avais même trouvé l'adresse exacte. Je l'ai googlisé, Google Mapisé, donc j'ai vu où elle était. C'est une maison qui a été construite par votre grand-père, qui était un amoureux de la Grèce, En et 1920, ouais. voilà, et dans laquelle vous avez vécu avec vos parents, qui étaient des intellectuels, on peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, des amoureux des arts d'une manière générale et de la pensée, oui. Oui. Votre mère qui travaillait dans la musique. Alors, ma mère a travaillé une quinzaine d'années à l'Opéra de Nice Ah. comme administratrice. Et ensuite, elle a managé l'orchestre baroque de Nice dirigé par Gilbert Bézina. Elle existe toujours, cette maison? Elle existe. Il se trouve que le hasard a fait que je suis allé déjeuner avec un ami d'enfance, de collège, qui est peut-être la personne à qui j'ai vraiment découvert le cinéma via la cassette VHS. Enfin, c'était l'arrivée des vidéoclubs. Et il a déménagé en face de la maison. Donc, j'ai déjeuné sur sa terrasse et la maison était devant moi. D'accord. Et elle a changé? Elle est restée intacte comme les Elle est coulisses de restée l'opéra? intacte. Elle était très, très rénovée. Elle est toute fermée. Il me dit, je crois qu'elle a été achetée par des Russes. Oh, c'est la Côte d'Azur, hein, voilà. Euh, je dis qu'elle s'appelle Apollonide parce que tout à l'heure, je vous disais que quand j'ai travaillé sur cet entretien, je me suis rendu compte que dans votre vie, il pouvait y avoir un fil conducteur, même si ce n'était pas toujours le même fil. Donc, je vois Apollonide, un nom que vous avez utilisé plus tard pour l'un de vos films. Donc, vous grandissez à Nice. Vous avez des souvenirs marquants de la ville? Bah, je suis parti le lendemain du bac, donc à 17 ans et demi, donc j'ai quand même beaucoup, beaucoup de souvenirs, oui. Vous avez grandi avec des jeunes qui, eux, rêvaient d'école de commerce, alors que vous étiez un amoureux de la musique. Ouais, c'est-à-dire que j'ai passé mon bac, je sais pas, en 86, donc c'était l'apogée d'une certaine idéalisation de ce que c'était que réussir. Et tout le monde voulait faire HEC, par exemple. Moi, c'était le summum de l'angoisse. Enfin, c'était ce que je ne voulais éviter. Mm. Ceci dit, j'aurais pas été pris, donc ça règle le problème. Mais être entouré d'une classe comme ça qui ne pensait que comme ça, c'était un petit peu angoissant. Ouais. Donc, je me suis beaucoup réfugié aussi dans cette maison, parce que mes parents invitaient énormément de gens de Paris à venir le temps qu'ils voulaient. Pour écrire, peindre, passer des vacances, peu importe. Et j'avais plus de contact en fait avec des adultes qu'avec des gens de mon âge. Et dans une communauté. Il y Et avait dans une une vie sorte de communautaire. communauté, ouais, ouais, ouais. Parce que ça aussi, on le retrouve en fait dans votre filmographie. Non, mais je m'aperçois, enfin, alors, souvent, on vous demande de parler de vos films. Il y a quand même une grosse part d'inconscient. Alors, on trouve petit à petit, hein, on trouve. Et puis après, il y a le temps passe, on commence à avoir des rétrospectives. Donc, il y a des textes un peu rétrospectifs qui font des liens entre les choses. Donc, on se dit, ah oui, en effet, là, je parle de ça dans tel film. Et puis après, on commence à comprendre d'où ça vient. Et je pense, en effet, que d'avoir grandi dans les années 70, 70-80, dans cette maison, dans ce milieu-là, oui, il y a quelque chose comme ça qui, non pas après lequel je cours, mais il y a peut-être une forme de nostalgie, oui. Mm. Après le bac, vous quittez Nice pour Paris parce que Nice était un territoire limité, parce que vous n'alliez pas pouvoir en fait totalement vous épanouir ici, parce qu'il n'y avait pas assez de champs d'investigation, d'innovation.
C'est pour ça aussi que vous avez quitté la ville de Oui, et Nice. puis bon, c'était quand même une période pré-Internet, donc c'était compliqué d'avoir accès aux choses. Culturellement, la ville, elle n'était pas si simple, hein. Moi, je lisais Libération, je voyais tout ce qui se passait à Paris, etc. Et j'étais très frustré de pas être là-bas, de ne pas pouvoir avoir accès à ces choses-là, et puis de ne pas pouvoir faire certaines rencontres pour... À l'époque, moi, j'ai quitté vraiment Nice pour faire de la musique. Mais bon, évidemment, tous les labels, les maisons de disques, tout était très, très centralisé. Hmm. Parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, notre combat, c'est la décentralisation. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un combat Et qu'on mène. c'est un beau combat, mais après, il faut aussi recontextualiser avec le fait qu'il n'y avait pas Internet. Donc, avoir accès à des choses, à des films, à des musiques, il y avait enfin, c'était très difficile. Ouais. Hmm. Et là, vous arrivez à Paris, et là, vous pouvez vous adonner à votre passion qui est la musique. Donc, vous commencez à jouer de la musique. Vous jouez avec des gens très bien, hein, Françoise Hardy et Daniel Darc. Ouais, j'ai joué avec des gens beaucoup moins bien aussi, hein, mais Ah, je les mets pas dans le CV. Non, mais je deviens ce qu'on appelle musicien de studio. Donc, je suis payé pour jouer avec tel ou tel artiste, soit sur scène, soit en studio. Et je fais ça pendant 5-6 ans à peu près. et vous me disiez tout à l'heure qu'au départ, vous n'étiez pas forcément porté sur le cinéma. Je vous ai entendu dans une émission où vous disiez que vous étiez arrivé au cinéma un peu par hasard. Mais c'est vrai que vous avez économisé votre argent pour pouvoir produire votre premier court-métrage qui était dédié à Pasolini. Oui, en fait, j'ai eu une première période ici à Nice, au collège, où donc c'était l'arrivée des vidéoclubs. Moi, j'habitais plutôt à la campagne, sur la colline de Fabron, qui était quand même pas mal la campagne à l'époque. Euh, et arrivent donc ces vidéos. Il n'y avait pas de vidéoclub dans le coin, c'était un marchand de journaux qui recevait des VHS, c'était que des films d'horreur et des films pornographiques. Et avec cet ami avec qui j'ai déjeuné, on louait tous les samedis 5-6 films, on passait le week-end à regarder. Et puis après, je me suis désintéressé du cinéma. La musique a vraiment pris la priorité. Et puis, je sais pas, quand je vais avoir 22, 23 ans, ça marchait plutôt très bien. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux espérer quand j'aurai 40 ans? Est-ce que je tiens peut-être avec qui je vais jouer? Enfin, je sentais que j'allais vite m'ennuyer, en fait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le cinéma? Mais comme une intuition. Et j'avais fait une tournée de 2 ans et j'avais économisé la moitié de mon cachet. 300 000 francs. Et j'avais gagné, oui, c'est ça. On gagnait beaucoup d'argent dans la musique à l'époque, hein, Mm. mais pas tout simplement parce que les disques se vendaient. Donc c'était une industrie très, 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 très riche. Et donc j'avais économisé la moitié de mon salaire et je me suis payé un court métrage, voilà, qui a été mon école. Et je me suis vraiment intéressé au cinéma en faisant. Mm. Et là, je suis devenu totalement boulimique. Je regardais 4-5 films par jour. Enfin, et donc ma cinévilie, elle est venue avec le désir de tenter de faire des films. Et puis après j'ai été vraiment très piqué. Parce que vous n'avez pas fait d'école de J'ai pas cinéma. fait d'école, j'ai jamais été assistant. Ouais. Donc voilà, mon école, ça a été ce court métrage en fait. Le court-métrage, vous aviez écrit le scénario, vous l'avez réalisé, vous avez fait la musique un peu comme pour tout le reste. Oui, j'ai monté une boîte de production. Ouais. C'est-à-dire, c'est venu tout ça, mais quelqu'un vous a mis le pied à l'étrier ou c'est... Non, non, pas vraiment. J'ai appris. Euh, alors, j'ai beaucoup appris en regardant des films, mais énormément en lisant des entretiens de cinéastes, des Oui, entretiens de chefs Serge opérateurs. Daniel, oui. Et puis par la critique. Oui, c'est ce que... D'abord la critique quotidienne, et puis après un peu les cahiers, puis après on tombe. Oui, en effet, Serge Danet est quelqu'un qui m'a appris à regarder des films. Et pour apprendre à en faire, ça a été plutôt des entretiens de cinéastes et de chefs opérateurs. Il y avait Pasolini qui vous avait beaucoup marqué. Est-ce qu'il y avait d'autres réalisateurs qui vous ont aussi inspiré, qui vous ont marqué, qui vous ont amené en fait à franchir ce pas? Je pense que peut-être le premier, c'est Jim Jarmusch. Stranger than- Stranger Than Paradise, parce que pour moi, c'est un film qui était aussi rock que la musique que j'aimais. Enfin, et puis après, je me suis intéressé via... un cinéaste m'a toujours amené à un autre, en fait. Euh, donc Jim Jarmusch m'a amené à Wim Wenders, qui m'a amené à Antonioni, qui m'a amené à tout le cinéma italien, donc à Pasolini. Pasolini disait mes deux cinéastes préférés, ce sont Charlie Chaplin et Dreyer. Donc voilà, c'est cette espèce de une histoire du cinéma très très chaotique, mais qui est la mienne. Hmm. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il n'y a pas une histoire du cinéma, il y a des histoires du cinéma.
Est-ce qu'il y a des acteurs ou des actrices aussi qui vous ont marqué dans cette construction de votre cinéphilie? C'est vraiment passé par la mise en scène. Mm. Et puis après, plus tard, je me suis intéressé aux acteurs et aux actrices, mais c'est quand même vraiment passé par la mise en scène. Ouais. Et quand vous avez 30 ans pile, en 98, vous faites votre premier long métrage, Quelque chose d'organique, avec Laurent Lucas et Roman Boringer. Comment on franchit le pas entre le court métrage et le long métrage? Est-ce qu'on a assez de maturité à ce moment ou assez de matière? Ben, en fait, c'est le premier que j'ai fait, mais c'est pas le premier que j'ai essayé de faire. J'ai dû écrire 3 scénarios de long métrage auparavant qui ne s'étaient pas financés. Et celui-là, c'était difficile. Et j'habitais au Canada à l'époque. Et ma productrice me dit, écoute, j'ai gagné beaucoup d'argent sur un film, il faut que j'en dépense pour l'histoire fiscale. Soit j'achète une salle de montage, soit je t'envoie 100 000 euros et tu essayes de faire un film. Donc je dis envoie. Et finalement, le film, on a réussi à trouver un peu d'argent aussi de Canal+, parce qu'il y avait Roman Boringer qui était très, très, très star à l'époque. Et il s'est fait pour 300 000 euros, ce qui est vraiment pas grand-chose. Mais moi, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis toujours parti de combien j'ai. Quoi. Quand on me demande combien il va coûter tel film, dites-moi combien j'aurai, et après, je vous dirai quel film vous aurez. Enfin, donc la contrainte n'est pas du tout un problème pour moi. Et vous dites que Romane Boringer était très connue parce qu'elle avait fait effectivement des films Les Nuits Fauves. Les Nuits Fauves et puis Minata Tenenbaum. Comment vous avez réussi à les approcher, à les convaincre de jouer dans votre premier long métrage? En fait, j'étais très ami avec elle. Et c'est pas elle qui devait jouer. C'est une actrice canadienne qui s'appelle Arsine Kenjan et qui a 15 jours, Atom McGoyan, qui est l'épouse et l'actrice des films d'Atom McGoyan. Et à 15 jours de tournée, elle commence à paniquer parce qu'il y avait tellement peu d'argent, etc. Et puis des choses lui faisaient peur dans le scénario. Et elle se retire. Et donc j'ai appelé Roman. Je lui ai dit, écoute, je te propose un truc. Tu prends un avion, tu lis le scénario devant moi et tu me dis oui ou non. Et c'est ce qu'elle a fait et elle m'a dit oui. Et là aussi, vous avez fait le scénario, vous avez réalisé et vous avez fait la musique. Alors, la musique, vous ne l'avez pas faite seule sur ce film? Non, j'ai monté un petit collectif parce qu'en fait, j'avais pas vraiment le temps et tout. Et je l'ai fait avec mon grand ami de l'époque qui est JP Nataf, le chanteur des Innocents, et un musicien électro qui s'appelle Mirwais Samadzai. Qui a fait de la musique avec Madonna. Voilà, et au moment où on enregistrait, il reçoit le coup de fil de Madonna qui l'engage pour faire son prochain disque. Et en fait, ils en ont fait 3. Quoi, oui. Et Laurie Markovitch? Et Laurie Markovitch, je ne sais pas pourquoi j'avais choisi ce nom-là, mais c'est un nom que j'aimais bien, que j'ai gardé un peu comme musicien. Et puis après, j'ai écrit un scénario que je n'ai jamais pu financer. Donc c'est un personnage de fiction? Oui, c'était comme un peu un avatar, quoi. Voilà. Ah d'accord, parce qu'en fait, on voit, quand on voit les fiches de vos films, par exemple là, parmi les compositeurs, on voit son nom. Et on se pose la question de qui est Laurie Markovitch. En fait, c'était moi, quoi. Ouais. J'insiste sur ça parce que après je vais venir à vos films fantômes et on va la retrouver. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, que je disais, quand on regarde un peu votre parcours, la filmographie, c'est toujours des choses qui se font écho d'un film à l'autre, et puis des clins d'œil aussi à Nice. Oui, il y a des petits jeux de pistes. Ouais. Après ce film, vous faites Le Pornographe avec Jean-Pierre Léaud. C'est l'histoire d'un père et d'un fils. Ça vous est inspiré par une phrase, je crois, de Pasolini aussi, hein, Alors, pas inspiré. C'est quand j'avais fini le scénario, ma chef opératrice, elle l'a lu comme ça et elle m'envoie cette phrase de Pasolini. Et la phrase, c'est l'histoire, avec un grand H, c'est la passion des fils qui voudraient comprendre les pères. Et elle m'a dit, voilà, pour moi, ton film, c'est ça. Et elle avait tellement raison que je l'ai même pas mis en exergue parce que je me suis dit, ça va trop écraser le film. Je l'ai mis à la toute fin du générique de fin. Et c'est l'histoire, en fait, d'un père qui est un réalisateur de films pornographiques. Ils n'ont plus de lien avec le fils, qui est Jérémy Régnier. On le retrouve jeune, d'ailleurs. Et ils renouent, ils rétablissent, en fait, la conversation. Il y a de très belles scènes de promenade entre les deux. Et puis... D'ailleurs, il y a de très belles scènes avec de très beaux décors. Il y a une scène au bord de la Seine. Je me posais la question, c'est vous qui trouvez ces décors ou il y a quelqu'un qui vous les propose? Parce que
Il y a une très belle scène aussi où vous avez Jérémy Régnier, un ami, qui regarde en fait un immeuble. Et à chaque fois, il y a ces décors qui sont très marquants en fait dans vos films. C'est un mélange. C'était mon premier film à Paris et j'en ai fait beaucoup après à Paris, hein. Euh, et on se pose toujours comment filmer la ville. Surtout une ville comme Paris qui est pas si simple que ça. Parce qu'on marche comme ça, c'est assez beau. Mais en fait, dès qu'on met une caméra, il n'y a pas d'espace en haut. On revoit pas enfin, c'est une ville comme New York, par exemple, elle est beaucoup plus facile à filmer. Paris est compliqué. Donc on se pose des questions. Que montrer, etc. Bon, c'est vrai que, par exemple, la balade dont vous parlez, c'était un film qui n'avait pas beaucoup d'argent, hein. Elle est assez longue. Et j'avais pas le temps pour déplacer la caméra, déplacer les travelling, etc. Donc j'ai fait mettre un très long travelling qui a servi comme s'il se baladait, il faisait une très longue balade et en trichant sur les focales pour qu'on voit pas qu'en fait ils font toujours le même trajet. Hmm. Donc c'est comme ça que j'ai choisi ce décor. Là, on voit d'ailleurs une scène de sexe qui est non simulée. Il y a Ovidie, aujourd'hui on la connaît très bien parce que c'est une actrice de film porno, mais qui est assez féministe, vous la filmez en fait dans votre film. Elle était pas très connue, ou en tout cas connue comme actrice de film porno. Elle démarrait, elle démarrait. euh, Elle était connue, je pense, dans le milieu du film pornographique. Mais elle démarrait aussi avec une parole, avec une pensée, une réflexion sur son métier, sur son corps. Et il y a deux actrices, moi j'aime beaucoup parce elles brillent par leur humilité et leur discrétion. C'est Dominique Blanc et Catherine Mouchet. Mm. Vous les avez choisies parce que vous les aviez vues dans d'autres films, du fait justement de cette discrétion dont elles font preuve en fait. Bah, c'est pas évident de proposer à des actrices connues des rôles entre guillemets aussi petits. Oui, oui, j'ai choisi parce que je trouvais qu'elle correspondait. Alors, pour le rôle de Dominique Blanc, il fallait une femme qui regarde amoureusement un homme qui ne s'aime plus lui-même. Et je savais qu'elle avait cette force-là. Et Catherine Mouchet, elle joue une journaliste qui interviewe Jean-Pierre Léaud. Je voulais pas qu'il y ait Jean-Pierre qui écrase tout et quelqu'un qui, juste parce que son rôle c'est de poser des questions, fasse un peu faire valoir. Donc il fallait quelqu'un qui ait immédiatement énormément de caractère, ce cas-là. Bon, et après, j'ai eu la chance que tout le monde me dit oui, parce qu'en fait, tout le monde a envie de jouer avec Jean-Pierre Léaud. Enfin, avait, parce que là, il ne joue plus, mais avait envie de jouer avec lui pour savoir comment il fonctionnait quelque part. Donc, en fait, oui, c'est vrai que tout le monde m'a dit oui. Oui. Hmm. Il y a un clin d'œil à Nice. À un moment, ils sont tous autour d'une table et il y a quelqu'un qui demande à Jean-Pierre Léaud, mais d'où est venue l'histoire de la perversion ou perversité niçoise, hein. Donc je me dis, tiens, il y Ah a... oui, il est censé avoir fait un film qui s'appelle Perverse niçoise. Voilà, Ouais. c'est ça. Ah, je me fais plaisir. Et, euh, et là où je dis qu'il y a toujours un clin d'œil d'un film à l'autre ou d'une histoire à l'autre dans votre parcours et votre filmographie, c'est qu'à un moment donné, on voit un groupe de jeunes. Et c'est là où il y a un des jeunes qui dit ah, est-ce que vous connaissez l'histoire de cet homme qui aimait tellement une femme qui s'est fait refaire son visage Mais parce qu'en fait, c'est une histoire vraie et qui m'avait complètement fasciné. Mais vraiment complètement fasciné. Donc, je l'avais mis dans le film comme ça, comme un garçon qui parle à son copain. Et puis, tellement fasciné qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais je vais quand même essayer de voir si je peux pas faire un scénario. C'était une histoire vraie. Moi, je Oui, c'est une pensais que histoire c'était vraie. le scénario d'un de vos amis. Non, 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 pas du tout. C'est une histoire vraie. D'accord, qui a eu lieu. Vous vous rappelez plus, peut-être. Ah, bah, si je l'ai mise dans le pornographe, c'est que ça a dû avoir lieu il y a longtemps quand même. Ouais. Ouais, parce qu'après, voilà, ça fait partie de vos films fantômes. Après le pornographe, vous faites Tirésia. Ça vient d'une mythologie grecque, hein, c'est un homme et une femme. C'est un hommage à votre grand-père qui était passionné de la Grèce, ou ça vous est venu d'où? Non, alors c'est une drôle d'histoire. C'est que un jour, j'ai un copain qui me dit, il faut que je te présente un ami italien. Il a un projet de film extraordinaire, une histoire extraordinaire. Et donc, ce garçon italien, un jour, a rêvé qu'il était allongé sur un lit et qu'un homme lui raconte, assis sur une chaise, cette transposition contemporaine du mythe de Tirésias, donc de la mythologie grecque. Il se réveille et il note son rêve, il note ce que cette personne lui a dit sur 3 pages. Le texte était d'une telle perfection,
C'était un théorème. C'était d'une beauté absolue. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut noter un rêve comme ça. Enfin, après, ça, c'est les... Et il voulait faire ce film lui-même. Donc, je dis, bah, bien sûr, il faut que c'est incroyable comme histoire. Donc, je l'invite dans ma maison à la Polonide pour qu'il ait un endroit calme pour travailler et tout. Puis, il reste 2 mois. Puis, au bout de 2 mois, il dit, j'arrive pas. Moi, je pars faire le pornographe. Et puis, je le revois et il dit, ça en est où? Il me dit, j'arrive pas à écrire, j'arrive pas, ça me rend fou. Et je dis, ben moi, je veux bien essayer, quoi. Il me dit, OK, débarrasse-moi de ça. Donc c'est un film qui vient du rêve d'un copain. Là-dessus, j'écris le scénario, je tourne le film. Je suis sélectionné en compétition au Festival de Cannes. Et je voulais absolument qu'il soit à la conférence de presse. Enfin, et donc, je lui montre le film juste avant de partir à Cannes, une séance de mixage. Il voit le film, il s'en va. Et le lendemain, j'ai un email, mais assassin, qui détruit le film et qui se termine par Tu as détruit mon rêve. Et en fait, je m'aperçois qu'on ne peut pas réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. C'est ça que ça voulait dire. Et du coup, vous n'avez plus gardé de contact? Ah non, plus du tout. Ouais. L'histoire, c'est de Tirésia. Vous pouvez nous dire... Alors l'histoire, je vais déjà raconter l'histoire de la mythologie, avant de parler de sa transposition contemporaine. Mais dans la mythologie, donc Tirésia est un garçon. Il se balade en forêt et il dérange 2 serpents en train de s'accoupler qui, pour se venger, le transforment en femme. Et il passe, je crois, 7 ans en femme. Et puis il en a un peu marre. Et donc il se dit, j'ai peut-être purgé ma peine. Et donc il retrouve ces 2 serpents qui le retransforment en homme. Là-dessus, bien des années plus tard, il y a Zeus et Athéna qui s'engueulent pour savoir qui de l'homme ou la femme a le plus de plaisir pendant l'acte sexuel. Et ils disent, bon, ben, on va demander à Tirésia, puisqu'il a connu les 2 états. Donc ils font venir Tirésia. Et Tirésia dit, bah, sur une échelle de 1 à 10, la femme, c'est 9. Et donc là, Athéna est assez choquée et elle lui crève les yeux. Et Zeus, énervé qu'on ait touché à une de ces créatures, compense en lui donnant le don d'oracle. Et donc Tirésias devient le grand oracle de toute la mythologie, celui qui prédit Oedipe, etc., etc. Et il est souvent représenté comme un vieux monsieur accompagné d'un enfant. Voilà, je vous la fais un peu courte. Hein, mais... Et donc dans le rêve de mon ami, dans le côté contemporain, Tirésias est un transsexuel, donc un homme devenu femme, qui travaille au bois de Boulogne, etc. Et il y a un personnage qui est totalement fasciné par les transsexuels, mais fasciné, qui est joué par Laurent Lucas, mais qui est fasciné sur le mode que ça n'est pas une créature de Dieu, c'est quelque chose de parfait, parce que c'est un mélange, le mélange parfait de l'homme et de la femme. Et donc, il compare ça au rose, avec les pétales, mais aussi avec l'épine. Et il est fasciné par cette perfection un peu abstraite, et donc il décide de kidnapper Tirésia. Et il la kidnappe et lui dit, OK, tu verras, tu vas finir par m'aimer. Et du coup, kidnappé, Tirésia est privé de ses hormones et devant lui, tranquillement, redevient masculine. Donc sa voix se change, il y a de la barbe qui pousse. Et là, ce personnage est terrifié, il ne sait pas quoi faire, il ne veut pas la libérer parce qu'il se dit qu'elle va dire où il habite, etc. Donc il lui crève les yeux et il l'abandonne auprès d'une forêt. Il l'abandonne dans une forêt. Là, le personnage, Tirésia, est recueilli par une jeune fille qui l'amène dans son village et il devient, parce que maintenant il est devenu un garçon, l'oracle du village. Et il avait été présenté à Cannes. Il avait été en compétition en 2003. Parce qu'en fait, dès le début, je fais juste un petit retour en arrière, parce que dès le début, dès le premier film, le vôtre, il a été présenté au Festival de Berlin. C'est-à-dire, en fait, vous avez toujours été plus ou moins nommé, enfin, ou dans des festivals ou... Oui, tous les films ont été présentés dans ce qu'on appelle les festivals, les grands festivals, quoi. Ouais, après Tirésia, vous faites le film de la guerre. Est-ce que c'est un film autobiographique? Parce que c'est l'histoire d'un réalisateur qui fait une rencontre et c'est un mélange entre un rêve et votre réalité. C'est probablement, à la fois, il y a de l'autobiographie, mais c'est le film où je mens le plus. Mais c'est le contraire de l'autofiction. Le personnage porte mon nom, il est habillé comme moi, il a fait des films comme Tirésia, etc.
Mais c'était aussi, c'est comme un jeu vidéo. Après, ça devient une espèce d'avatar et puis on s'enfonce dans des mensonges purs. Il y a beaucoup plus d'autobiographie dans d'autres films, même si elle est très déguisée. Il y a beaucoup plus d'autobiographie dans Saint-Laurent, par exemple, que dans De la guerre. D'accord. Euh, Après De la guerre, vous faites un film, j'aime beaucoup, Apollonide. Apollonide, ça se passe en 1900. C'est dans une maison close. C'est un portrait de femme. C'est un film choral avec beaucoup d'actrices. Les personnages secondaires sont les personnages masculins. On voit surtout les femmes. On voit aussi une solidarité, une sororité, une complicité entre ces femmes. D'ailleurs, elles sont très différentes, hein. Il y a la juive, il y a l'algérienne, il y a Belcuis, il y a Delenel qui est magnifique, hein, dans ce film, on peut le dire. Et puis ces personnages masculins qui ont les seconds rôles, qui peut-être dans la vraie vie, ce sont des acteurs et parfois des metteurs en scène, donc qui peut-être ont le premier rôle. Euh, Est-ce que c'est un film que vous considérez comme étant un film féministe? En tout cas, c'est... Quand le film sort en 2011, je me souviens de ce que les gens disaient dans la presse. Je me souviens même du Parisien qui titre une pleine page, un grand film féministe, etc. Bon, c'était pas mon but. Parce que je pense que quand on part avec un projet comme ça, quasi idéologique, le projet prend tellement de place que... Mais bon, tant mieux. Moi, j'avais voulu essayer de m'approcher de ces femmes et donc de montrer aussi ce qu'elles enduraient, etc. Donc forcément, il devient féministe de fait. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, ce film est ce qu'on appelle un male gaze. Je l'ai entendu, je l'ai lu, etc. Pourtant, le film n'a pas changé. Donc cette notion de film féministe, film politique, ça, elle évolue. Elle évolue. Bon, si on pose la question aujourd'hui, j'ai envie de dire oui, mais il y a des gens qui vont me dire que non. Alors qu'il y a 12 ans, on me disait oui. Oui, parce qu'en plus, vous prenez une liberté dans la manière de filmer le corps des femmes, parce qu'on voit différents types de corps. Vous voyez, on n'est pas dans ce qu'on voit dans les magazines, etc. Vous sortez de ça. En plus, on voit la nudité, mais sans que ça soit sexuel même, hein, alors que ça se passe dans un bordel, après tout. Et on se sent même très à l'aise vis-à-vis de ça. On se dit que ça donne même de la confiance vis-à-vis de ce que l'on peut être, nous, en tant que femmes. Donc c'est vrai que c'est un film, enfin, en tout cas moi je l'ai trouvé comme un film important, hein. Et puis toutes ces femmes qui jouent dedans, le jeu d'actrice est formidable dans ce film-là. Oui, après, ça vient presque le plus long travail, le plus gros travail, c'était le casting, en fait. Parce qu'elles sont 12. Donc, en fait, je voulais à la fois des filles formidables et un peu étonnantes, et à la fois, je voulais un groupe. Donc, la première, elle n'est pas si dure à trouver. Après, la deuxième, il faut qu'elle soit bien, mais qu'elle aille avec la première. Et je pense que la dernière, j'ai mis 3 mois, parce que on compose un bouquet, en fait, avec que des fleurs très différentes. Et après, quand on choisit, il y avait des gens qui avaient jamais joué, des gens qui avaient, je pense celle qui avait le plus d'expérience à l'époque, c'était peut-être Afsia Herzi. Mais dans ce genre de film, il faut vraiment accepter, enfin, il faut les prendre aussi pour ce qu'elles amènent. Pas juste, il ne faut pas non plus les transformer. Une fille comme Adèle Haenel, par exemple, au début, quand je disais à mon directeur de casting, je veux la rencontrer, il me disait, elle est trop moderne. Elle est trop moderne, elle ne peut pas faire un film 1900. Et je vois ce qu'il voulait dire, mais je dis, moi, je m'en fous. En Alors fait. qu'elle est formidable dans le C'est un film. film, de toute manière, c'est un film de 2011. Donc, et je lui ai certainement pas demandé de parler comme on pourrait parler en 1900. De toute manière, j'étais pas là, j'en sais rien. Mais de garder, de m'amener, de m'offrir ce qu'elle était, qui elle était, quoi. Je me demandais d'ailleurs, ça a été facile pour elle de tourner dans le film, la nudité, toutes ces Alors en choses. fait, il n'y a pas beaucoup de nudité parce qu'elles sont tellement habillées, il y a des couches et des surcouches, etc., Oui, que le temps de se déshabiller et de se rhabiller, elles ont perdu 3 clients. Donc c'est des systèmes de culottes fendues. Mm. Mais elles gardent les corsets, il y a vraiment très peu de nudité. Mm. La seule scène de nudité où elles C'est sont, quand elle saute à l'eau. elles sautent à l'eau. Là, elles se sont déshabillées, elles ont sauté à l'eau, mais non, il y avait. Je En trouve fait, que c'est même joyeux. Donc, je me suis dit, est-ce que pendant tourner ça, ça a été aussi joyeux dans... mais c'était très joyeux parce qu'on a fait ça le dernier jour de tournage et on avait passé donc 7 semaines enfermés parce qu'une maison close, par définition, c'est clos. Les rideaux sont tirés parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir vue sur l'extérieur. Donc c'était un peu claustro en fait à tourner, hein, en plein été, etc. Et donc quand je leur ai dit bon bah voilà, demain on va à la campagne, la joie elle est pas feinte quoi. Et tout à l'heure, on en parlait, il y a le choix musical pour ce film, parce que c'est un film qui se passe en 1900,
et on a beaucoup de musique un peu soul, musique contemporaine. Et je vous disais, la musique de fin, Bad Girl de Lee Moses est magnifique. Euh, Comment vous avez fait ce choix musical-là pour ce film? Alors j'ai hésité sur deux, trois trucs. Au début, je regardais un peu de la folk très féminine, voire a cappella. Puis j'avais rencontré une chanteuse, voir si elle voulait pas faire des voix, etc. Et puis après, j'écoutais beaucoup de soul en écrivant. Et en fait, ça faisait un lien aussi avec, bon, bah, évidemment avec l'âme, mais aussi avec l'esclavage quelque part, même si c'est pas du tout le même. Voilà, il y avait quelque chose de cette euh, douleur-là qui me touchait, qui faisait sens. Mm. Après, que ce soit postérieur à 1900, ça m'est complètement égal en fait. Mm. C'est vrai que c'est des musiques qu'on pourrait trouver dans des films de Tarantino, d'ailleurs. Il utilise beaucoup la soul, ouais. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous disiez dans une émission que la soul, c'est la musique qui vous touche le plus aujourd'hui? C'est toujours le cas? Ouais, pas forcément les trucs très connus, hein, mais notamment la Northern Soul qui était faite pour les ouvriers dans le nord de l'Angleterre. Non, ce que j'adore, c'est que ce sont des groupes et des chanteurs et des chanteuses, en effet, pas forcément connus, ils ont fait 2,45 tours, mais on a l'impression à chaque enregistrement qu'ils sont prêts à mourir pour le morceau, quoi. Mm. Mais il y a ça dans Bad Girl, par exemple, hein, Ouais. et c'est vraiment déchirant, ça. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait aussi de Tirésia, transgenre. Maintenant, on a Emilia Pérez. Vous étiez un peu à l'avant-garde. Le fait d'utiliser cette musique soul dans un film qui date quand même d'un certain nombre d'années, c'est aussi un peu à l'avant-garde, parce que maintenant, la musique a beaucoup d'importance dans les films, hein. Il n'y a qu'à voir le dernier film de Gilles Lelouch, qui a été porté aussi par sa bande-son. Oui, je crois qu'il a un budget de synchro musique qui est stratosphérique. Voilà, Je pense que je peux faire 2 films avec ça. Ouais. Justement, en parlant de budget, votre film d'après, c'est Saint-Laurent. C'est là où vous avez eu le budget le plus important, je crois, 8 millions d'euros pour le film. Ouais, j'ai dû dépasser un petit peu, ouais. Et c'était un film de commande, c'était des producteurs qui vous l'avaient Alors, proposé? commande, oui et non. C'est-à-dire ce sont des producteurs qui m'ont proposé un film sur Saint-Laurent. Après, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de droit, il n'y avait pas d'histoire. Donc, j'étais totalement libre de le penser pour me le réapproprier complètement. Alors, vu de l'extérieur, on a vu la même année, il y a eu 2 films sur Yves Saint-Laurent, hein, le vôtre Je et sais. celui de Jalil Un Lesper. cauchemar. Voilà, le vôtre avec Gaspard Huliel, qui était quand même qui a fait un très grand Saint-Laurent. Et de l'autre côté, on avait aussi Pierre Ninet. J'imagine que ça a dû être. D'ailleurs, on n'a pas très bien compris pourquoi il y a eu ces 2 projets en même temps. Je peux vous le dire, hein, en gros, ces producteurs-là me disent est-ce que Saint-Laurent, ça t'intéresse? Et je leur dis dans l'absolu, oui, mais moi, il est impensable que j'ai Pierre Berger sur le dos. Et ils me disent non, non, pas du tout. Il a revendu sa marque à François Pinault et on a les droits. Ben, ça, bon. Donc je dis ok, je commence à travailler discrètement, enfin discrètement, quoi. Et puis à un moment, je ne sais pas comment Pierre Berger a appris qu'on faisait quelque chose et ça l'a rendu dingue. Donc il a tout fait pour faire annuler le film et il a lancé de son côté un projet avec Jalil Lesper. Oui. Et donc on est rentré dans une espèce de guerre, mais sauvage hein, et absurde, où à un moment, le même jour, Gaspard Ulliel reçoit les 2 scénarios. Moi, j'engage Jérémy Régnier. Le lendemain, il a un coup de fil des autres en disant je ne sais pas comment il te paye, mais on donne le double. Même chose pour Léa Seydoux. Pierre Berger a écrit des lettres à tous les distributeurs et France Télé en disant si vous allez sur ce film, je vous attaque. Ils n'ont aucun droit, etc., etc. Bon, c'était ce qu'on appelle une guerre, quoi, voilà. Mm. Donc, on a quand même réfléchi. Le film était à 12 ou 13 millions, et le sien aussi, je crois. Mais le marché ne pouvait pas absorber 2 films dans les mêmes budgets, etc. Bon. Donc, on a chacun réduit un peu nos devis, et les 2 films se sont faits. Il voulait passer en premier. Moi, je ne voulais pas bâcler mon film. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et là, on voit apparaître. Mais on avait déjà vu Léa Seydoux, hein, c'était dans De la guerre. Dans De la guerre, elle a un petit Voilà, rôle. ça a été votre première collaboration. Là, on la voit davantage. On en parlait tout à l'heure, hein. Quand on voit ce film, ce qui nous ramène aux années 67-76, parce que c'est les 10 années que vous avez filmé de la vie de Saint-Laurent,
c'est surtout les vêtements, les costumes. En revanche, les décors extérieurs, c'est ce qu'on se disait, on ne les voit pas trop. Alors que le décor extérieur pour un film, c'est ce qui peut coûter très cher, surtout quand c'est Sur un film d'époque, oui. C'est ça. Mais en fait, ce n'était pas l'unique raison, hein. C'est que Saint-Laurent était quelqu'un qui était très peu à l'extérieur. Il était soit chez lui, soit dans une boîte de nuit, soit dans son bureau. Enfin, c'est Enfermé, le huis clos. Toujours le huis enfermé, clos. ouais. Voilà, ça veut dire vous retrouvez en fait cet esprit de huis clos aussi avec. Puis il y a des scènes de danse qui sont très très belles, un peu qu'on retrouve aussi dans Apollonide où ça danse. Il y a une forme de communion. Saint-Laurent a eu quand même beaucoup de succès à sa sortie. L'autre aussi d'ailleurs, je pense, les deux films. Oui. Il a eu d'ailleurs beaucoup plus de succès que moi. Après, le Saint-Laurent est un film qui s'est vendu partout. Il a beaucoup voyagé, le film. Après Saint-Laurent, vous faites. Alors, c'est ça que j'ai pas très bien compris. Est-ce que vous aviez dans l'idée de faire une trilogie destinée à la jeunesse ou c'est venu Non, la trilogie, elle est venue un petit peu par hasard. C'est après coup que je dis, voilà, ça forme une trilogie. Après Saint-Laurent, il y a un film. En fait, quand je préparais la Polonide, c'était mon premier film d'époque et je paniquais un petit peu. J'avais peur que ça fasse musée, que ça soit pas vivant. Et dans cette angoisse, je me dis, il faut que le prochain film soit ultra contemporain parce que là. Et donc j'ai écrit ce scénario, qui est le scénario de Nocturama. Je ne l'ai pas tourné tout de suite parce que j'ai cette proposition de Saint-Laurent, et donc je l'ai tourné en 2015. Mais c'est en effet le premier d'une trilogie, mais je ne le savais pas, quoi. Ouais. Alors, Nocturama, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui commettent des attentats à Paris, des attentats ciblés sur des symboles en fait qu'ils rejettent, c'est-à-dire il y a la statue de Jeanne d'Arc, peut-être parce que c'est relié maintenant au Front National et maintenant au Rassemblement National. Il y a un attentat à la place de la Bourse parce que c'est proche de l'Assemblée nationale. Oui, puis c'est le symbole place de la Bourse. Enfin, c'est Oui, très, très relié à des symboles économiques et politiques. Voilà, et la Défense. Et la tour totale, mais je crois qu'on a dû changer. Je crois que c'est la tour globale maintenant. Mais c'est la tour totale, en fait. Voilà. Et après, ces jeunes se retrouvent enfermés dans un grand magasin. Vous avez tourné à la Samaritaine. On a tourné à la Samaritaine, qui était totalement en travaux, mais c'était génial d'avoir. Bon, on a tout. C'était le plus gros décor que j'ai jamais eu. Parce que je me disais, comment on peut tourner dans un grand magasin? Donc, c'était pendant la période de travaux. C'est la période de travaux. On ne peut pas tourner dans un grand magasin. Mais oui, c'est ça. Non, c'est totalement interdit. Donc, c'était totalement en travaux, et on a fait un studio de 8000 mètres carrés sur 6 étages. On a tout meublé. Et que vous avez pu investir matin, midi et soir. Ah bah là, on tournait quand on voulait, oui. Et ça a duré combien de temps, ce tournage à la Samaritaine? Le tournage dans la Samaritaine, c'était 6 semaines. Alors, il y a eu quand même des débats ou des discussions autour de ce film parce qu'il s'agissait d'attentats. Alors, il a fallu peut-être que vous expliquiez qu'il n'y ait pas d'amalgame. En fait, c'est-à-dire que moi, j'ai tourné en 2015, l'été 2015. Donc, quand arrive le 13 novembre 2015, les attentats à Paris, qui sont des attentats simultanés, exactement comme dans mon film, avec des détails qu'on retrouve, les portables dans les poubelles, les machins. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui pourraient faire penser, excepté les raisons de l'attentat. Puisque moi, mes attentats ne sont pas du tout islamistes. Enfin, c'est insurrectionnel, c'est des jeunes qui sont en rébellion. Voilà. Là, évidemment, j'étais en fin de première version de montage. Le distributeur m'appelle le lendemain, il me dit, est-ce que je peux voir le film? Je dis oui, je comprends, je n'ai pas fini, mais je vais te le montrer. Donc je fais une projection immédiatement. Il a regardé le film et dit, on va être un petit peu embêté pour le sortir, ça va être compliqué. Parce que l'amalgame est trop facile, et j'ai beau passer mon temps à m'excuser ou à expliquer, enfin, c'est pas une bonne manière de promouvoir un film. Donc ils ne savaient pas trop quoi faire avec ce film. Dès que le film a été sorti, ils ont voulu le sortir. Fini, ils ont voulu le sortir. Donc on prévoit une date fin d'été qui arrive quelques semaines après les attentats de Nice. Donc sortir ce film dans ce climat a été évidemment très compliqué. Et c'est un film qui a été redécouvert 2 ans plus tard, mais vraiment redécouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de très, 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 très loin le film sur lequel j'ai le plus de courriers. Sur 10 lettres, il y en a 9 qui sont sur Nocturama. Positif, c'est-à-dire oui, c'est de gens très jeunes, entre 17 et 25, qui ne l'ont pas vu à l'époque. Et il se trouve que le film avait été acheté par Netflix, donc bon.
Au début, j'étais pas très heureux. Là, je vois que sur ce film-là, qui est quand même très adressé à la jeunesse, ça l'a rendu quand même assez populaire. Quand on m'arrête dans la rue, c'est toujours des gens jeunes et c'est toujours pour me parler de ce film. Et ils arrivent à faire la distinction entre... Totalement. Parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu Nuit debout. La jeunesse s'est beaucoup politisée. Les gens jeunes, les gens de 20 ans aujourd'hui, sont beaucoup plus politiques que ce qu'était 20 ans de mon époque. Enfin, donc ils le comprennent très 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 bien, le film. Et je reçois des lettres vraiment belles en disant que c'est le film de leur vie. Enfin, c'est des trucs hyper beaux, quoi. Mais pas à la sortie. Hein. Non, à la sortie, c'était un enfer. En tout cas, c'est en couverture de notre programme de... J'ai vu. Voilà, c'est le choix de nos programmateurs. Vous dites que c'est un film politique. Est-ce que vous-même vous sentez comme étant un réalisateur, un scénariste, un faiseur de films politiques? Est-ce que... Alors, il faudrait évidemment redéfinir qu'est-ce que le film politique. Je pense qu'on confond beaucoup trop film social, film politique. Ou film idéologique et film politique. À l'endroit de ce que moi je considère un film politique, c'est-à-dire un film non pas qui donne des réponses, mais qui pose des questions, non pas qui ferme, mais qui ouvre, non pas qui assène comme peuvent être les films idéologiques, mais qui questionne en fait. Oui. Et puis alors, cette phrase de Godard que moi j'aime beaucoup, hein, il dit il ne faut pas faire des films politiques, il faut faire politiquement des films. La politique n'est pas forcément... C'est pas parce qu'on fait... c'est pas parce qu'on filme une femme qu'on fait un film féministe. De la même manière, c'est pas parce que on va filmer une grève qu'on fait un film politique. C'est un peu plus compliqué que ça, à mes yeux. Hein. Mais oui, j'espère que sans que ce soit mon programme, il y ait quelque chose de très politique dans ma manière de faire les films et dans les films. D'ailleurs, en parlant de la manière de faire vos films, on dirait presque que vous êtes gêné quand vous avez un gros budget de production parce que vous perdez votre liberté. Alors, j'ai quand même eu plutôt des petits que des gros. Mais le dernier, si je prends mes deux gros budgets, c'était Saint-Laurent et le dernier film qui s'appelle La Bête. Alors, Saint-Laurent, j'ai eu une immense liberté parce que mes producteurs, en fait, quand le film s'est arrêté parce qu'il coûtait 12 millions et qu'on n'y arrivait pas, mon distributeur, qui était EuropaCorp, m'a dit si tu fais à 8, tu fais ce que tu veux. Donc finalement, cette espèce de guerre des deux Saint-Laurent a été bénéfique pour le film. Parce que j'ai coupé genre une demi-heure de trucs qui ne m'intéressaient pas plus que ça, mais qui étaient demandés par les diffuseurs, etc. Et donc la liberté, je l'ai eue. Et sur La Bête, je me suis battu, mais j'ai vraiment fait le film que je voulais faire. Je me suis battu pour des raisons très bêtes. Hein. C'est que quand on arrive à des durées comme 2h25, tout le monde veut couper dans tous les sens. Bon, voilà, c'est pas très agréable, mais il faut se battre. Dans ce que vous avez considéré a posteriori comme une trilogie, il y a Coma, qu'on va projeter ce soir juste après votre intervention. C'est un film que vous avez dédié à votre fille. C'est un film que vous avez fait pendant le confinement. Juste après. Juste après le confinement. Et c'est un film qui traite des réseaux sociaux, YouTube, le fait qu'on ait tellement d'écrans maintenant, que peut-être qu'on passe même à côté de la vraie vie, parce on ne vit qu'à travers les écrans. Et c'est un film aussi hybride de par ce que vous y avez mis, c'est-à-dire on a ce qu'il y a de prise de vue réelle, après on a de l'animation, on a les Barbie qui se parlent, les poupées, etc. C'est un film un peu ovni, hein, donc... Oui, oui. Alors, moi, personnellement, je suis très content que ce soit celui-là que vous montriez. Je pense que c'est le film qui est le plus cher à mes yeux. Enfin, mais pour plein de raisons. Il s'est fait en deux fois. En fait, pendant le confinement, il y a la Fondation Prada à Milan qui a demandé à certains cinéastes comment peut-on encore faire du cinéma quand on ne peut pas tourner, puisqu'on était privé de tourner. Bon, c'était une réflexion finalement sur les images d'archives. Qui est passionnante, mais qui est vertigineuse. Donc j'avais fait le prologue du film, qui est une lettre à ma fille, et comme la recherche d'images d'archives, on peut se noyer, c'est passionnant, hein, mais on peut se noyer. Comme archive, j'ai choisi un de mes films, et j'ai déstructuré des images de Nocturama. Ce film est parti à la Fondation, et j'ai eu beaucoup de retours, plutôt très émus, de cette lettre. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si, après ce prologue, après cette première lettre, il y avait un visage d'une jeune fille.
Et on essaye de rentrer dans sa tête. Alors j'avais fait Nocturama, j'avais fait Zombie Child, qui sont des films avec des jeunes gens. Et je sentais qu'il me manquait un peu quelque chose qui soit plus mental, plus intime. Et donc, je suis tombé à un moment sur cette phrase de Gilles Deleuze qui dit « Ne rentrez jamais dans la tête dans les rêves d'une jeune fille ». Et je me suis dit, voilà, bah, je vais désobéir. Je vais rentrer dans les rêves et les cauchemars d'une jeune fille. Ça va être ça, mon film. Et ce principe m'a permis de faire un film très éclaté, comme ça. Il faut savoir que c'est un film autoproduit. Donc, il n'y a pas de financement. Donc, il fallait que ce soit dans des budgets très, très réduits. Donc, j'ai essayé de trouver, comme ça, plusieurs mondes qui sont pas trop durs à tourner et assez économes. Les poupées aussi, c'était pas trop dur à tourner. Non, c'est pas trop dur. Enfin, bon, c'est de la 3D, mais j'ai fait ça en coproduction avec un studio, des jeunes. Et de mon côté, c'est juste filmer des plans de poupées. Et après, ils les ont animés. Ça a pris un peu de temps, mais ça m'a pas coûté. Ça a coûté 30 000 euros. C'est pas non plus une fortune. Euh, j'ai trouvé ce personnage de Patricia Coma, qui est une youtubeuse. Et là, pareil, ça permet, avec très peu d'argent, de raconter beaucoup de choses. Et puis, j'ai décidé, parce que le film est assez sombre, d'y mettre beaucoup d'humour. Et de faire. Alors, je reviens à ce que vous disiez sur les écrans, etc. C'est quand même une question que moi, en tant que cinéaste, je me pose énormément. C'est-à-dire, on vit entouré d'images, complètement, complètement, partout, partout, partout. Et comment faire pour qu'une image de cinéma ne soit pas une image de plus? Comment faire pour qu'elle ait une certaine sacralisation? Et moi, je ne veux absolument pas dire d'un côté, il y a les belles images qui sont le 35 mm, et puis les images dégueulasses qui sont YouTube. C'est pas comme ça qu'il faut penser, je pense. En revanche, c'est comment inclure les images de notre contemporain au cinéma. Et même dans La Bête, hein, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'hybridité, mais ça, j'aime bien. J'aime bien les choses qui frottent comme ça. Il y a une liberté dans ce film dont j'avais, je pense, besoin, parce qu'on sortait quand même du confinement, qui était quand même synonyme de l'absence de liberté. Ça se voit qu'on sort du confinement, parce que quand vous parlez de ce film, vous parlez de monde qui se contamine. Donc, on garde toujours le vocabulaire du confinement quand on évoque... Et donc, j'avais besoin de cette liberté encore plus que jamais. Et alors, liberté, ça demande encore plus de rigueur dans la fabrication. Donc, c'est un film qui est extrêmement précis. Le montage, enfin, le film fini, c'est vraiment le scénario écrit. Mais à l'intérieur de ça, ça navigue dans des choses où j'espère un peu. Il y a des dispositifs qui m'ont permis de l'humour comme jamais, en fait. Celui de la YouTubeuse, ça permet un espèce de premier degré. Elle parle de 61 degrés à Nice, elle aussi. Oui, 61 degrés à Nice, oui. Parce qu'elle fait la météo à un moment, et puis elle donne la température à Nice. Je me suis dit vraiment les souvenirs que votre ville vous a laissés, c'est qu'il fait très très chaud. Attendez quelques années. Mais même l'animation, les dialogues avec les Barbies, etc. Et je me suis permis des dialogues que je ne me serais pas permis avec des acteurs et des actrices, parce que ça permet un premier degré, en fait. Avec les voix d'acteurs quand même connus. Hein. Vous avez eu Laetitia Casta, Louis Garrel, Anaïs de Moustier, c'était aussi les voix de... Oui, il y avait Laetitia Casta, Louis Garrel, Anaïs de Moustier, Gaspard Ulliel et Vincent Lacoste. C'est ça. Vous tournez toujours en 35 ou... Alors, j'ai tourné en 35 jusqu'à Saint-Laurent. Nocturama, Zombie Child sont en digital. Et La Bête, toute la partie d'époque est en 35 et le reste en digital. Vous préférez quoi? Tourner en 35 ou ça vous est égal maintenant? Vous arrivez à trouver en fait... Non, alors, par exemple, pour Nocturama, je tenais au digital, mais c'est pour l'histoire d'esthétique. Zombie Child, comme je tournais en Haïti et qu'il n'y a pas d'électricité quasiment dans ce pays, j'avais besoin de caméras qui encaissent sans lumière. La Bête, la partie, les deux parties contemporaines, enfin contemporaines et futuristes, je trouvais que le digital était mieux. Donc c'est quand même, j'essaie d'avoir, c'est quand même des choix esthétiques. Après, je préfère tourner en 35 pour deux raisons. La première, c'est que je trouve ça beaucoup plus beau, plus chimique. Il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et la seconde, c'est que quand on tourne en 35, comme ça coûte cher, les équipes sont et les acteurs sont beaucoup plus concentrés. Quand on tourne en digital, il y a ce cliché que ça coûte pas cher, mais c'est pas vrai parce qu'on remplit des terras et des terras. Donc on fait une prise. Là, le chef-op dit « Ah mais attends, je vais rajouter un truc », on fait encore une prise. « Non mais attends, je vais mettre un micro ». Et les acteurs se déconcentrent. Et en fait, il y a une tension qui s'affaisse un peu. Donc, ouais, ne serait-ce que pour l'attention,
je préfère le 35. Alors, nous, on est très contents d'entendre ça parce qu'à la Cinémathèque de Nice, on a je ne sais combien de bobines de 35, Ah oui. on a beaucoup de films. Et depuis qu'on n'a pas de projecteur, plus de projecteur 35, on se rend compte qu'on est quand même pas mal contraint, restreint en fait dans nos choix de films, parce qu'il y a des tas de films qui n'existent pas en fait au format numérique. Qui n'ont pas encore été Et digitalisés. tout récemment, à l'occasion du Festival Lumière à Lyon, il y avait un article comme quoi beaucoup tournaient ou continuaient à tourner en 35. Anora Schoenbecker tourne en 35. Mm. Donc ça veut dire que c'est un format qui est quand même là, qui existe. Et, Oui, qui coûte cher. Hmm. C'est juste. Mais qui permet de préserver les films longtemps. De toute manière, maintenant, quand on retourne en 35, même quand on retourne en digital, on fait une copie 35 pour la sauvegarde, pour qu'on laisse au CNC. Tous les films récents, enfin, qui ont 15 ans, il y a tout de suite, immédiatement, des DCP. Enfin, oui. Après Coma, donc votre dernier film, c'est La Bête. Là, pour le coup, Léa Seydoux, qu'on rencontre au fur et à mesure de votre filmographie, a le rôle principal. D'ailleurs, elle joue extrêmement bien. Vous filmez son regard vraiment bien. C'est un film qui se déroule sur 3 époques différentes. On est en 1910, si je ne me trompe pas, en 2014 et 2044. Non seulement, en fait, vous faites plusieurs films en un. C'est un peu pour Coma aussi. Hein, il y a plusieurs mondes qui tournent. Enfin, Mais ce sont 2 films qui ont été faits quasiment en même temps. ah, Ouais. donc là, on est sur un film d'époque pour ce qui se passe en 1910. 2014, c'est un film contemporain, mais un peu d'horreur, hein, le slasher. Et puis, on est sur la science-fiction quand on arrive en 2044, toujours avec les 2 acteurs, hein, George Mackay et Léa Seydoux. Et c'est tiré d'un roman de Henry James que vous aimez beaucoup. Vous voulez nous dire 2 mots sur ce roman et en fait, comment vous l'avez traduit en film? Alors en fait, c'est pas partie du roman. C'est après Nocturama. Je savais pas trop quel film faire. Je prends une feuille de papier et je note des mots comme ça, avec des envies, qui ne sont pas du tout des histoires, qui ne sont pas des personnages, etc., mais des choses comme ça. Donc je note personnage principal féminin, parce que j'avais jamais fait ça. Parce qu'il y a l'Apollonide, mais c'est un groupe. Je note mélanger les époques, je note mélodrame, je note des choses. Voilà. J'essaie toujours d'aller vers des choses que je n'ai jamais faites. Et en notant mélodrame, ça m'a renvoyé à La Bête dans la jungle de Henry James, qui pour moi, que j'avais lu 2-3 fois déjà, qui est une grosse nouvelle, on va dire, et qui est un des plus beaux arguments de mélodrame possible. Donc je l'ai relu, et j'aurais pas pu moins inventer un argument aussi beau. Donc je dis, je vais partir de là, et je vais être à la fois très fidèle et extrêmement infidèle. Donc j'étais très fidèle sur la retranscription de l'argument. Donc le film s'ouvre par une très longue scène de fête qui doit faire 12 ou 13 minutes, et dont tous les dialogues viennent de Henry James, c'est pour ça qu'ils sont très beaux. Et après, j'ai été très infidèle, où j'ai explosé ce que raconte la nouvelle, à savoir la peur d'aimer. Enfin, tout tourne autour de ça. Donc de la peur et de l'amour, et de pousser les curseurs le plus loin possible, et exploser les genres, et exploser les époques, et essayer que tout résonne en fait. Voilà, parce que c'est 2 personnes qui ont envie de s'aimer, mais qui ont peur de quelque chose. En tout cas, Surtout une personne c'est une des 2. qui refuse de céder, parce qu'elle dit en gros, je ne peux pas m'abandonner à l'amour parce qu'il y a quelque chose qui va surgir et qui va tout détruire. Et elle s'aperçoit que cette bête, ce qu'elle appelle la bête, en fait, c'est la peur d'aimer. Mais sauf que quand elle s'en aperçoit, c'est trop tard. C'est trop tard. Ouais. D'ailleurs, on ne va pas rentrer dans le détail du film parce que j'espère que celles et ceux qui ne l'ont pas vu vont aller le voir, mais c'est vrai que la fin, c'est assez douloureux, et ce cri de Léa Seydoux. Il y a le thème de l'intelligence artificielle dans ce film-là, parce que en fait, en 2044, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle permet aux gens de ne plus souffrir, donc de ne plus avoir de sentiments pour ne plus souffrir. Et donc l'idée, en tout cas l'alternative qui s'offre à Léa Seydoux, Gabriel, c'est s'adonner en fait à cette intelligence artificielle qui va lui enlever cette capacité à aimer, à souffrir ou pas, et elle y résiste.
Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Je vais y venir parce qu'en ce moment, ça pose aussi beaucoup de questions dans le cinéma. Oui, bien sûr. J'ai encore reçu une invitation là tout à l'heure pour aller parler de ça sur France Inter. En fait, moi, j'ai commencé à écrire ce film en 2017. J'ai mis beaucoup de temps à le financer, à ce qu'il trouve sa forme. Donc, j'ai fait entre-temps Zombie Child et puis Coma. Quand j'ai écrit, moi, j'ai travaillé avec un chercheur en intelligence artificielle. Enfin, il m'a donné des conseils, il m'a un petit peu parlé. Mais je pensais que c'était des choses qui étaient pour 2044. Enfin, quand je présente le film en 2023 à la Mostra de Venise, on est en pleine grève hollywoodienne, Ouais, des scénaristes. des scénaristes et des acteurs. Qui font qu'il n'y avait aucun acteur qui avait le droit de faire de la promo, etc. Et l'intelligence artificielle est au cœur des négociations. Et par ailleurs, durant toute l'année, il y a eu, ça a fait la couverture de tous les magazines et tous les journaux, les dangers de l'intelligence artificielle. Le créateur de l'intelligence artificielle a dit, j'ai créé quelque chose de plus dangereux que la bombe atomique. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais je me suis trompé, j'aurais pas dû mettre 2044, j'aurais dû mettre 2029, quoi, voilà. Parce qu'en effet, le film qui était une dystopie, était là, tout d'un coup, une semi-dystopie. Parce que le danger, il est évidemment réel. C'est impossible de faire une régulation. Parce qu'il faudrait une régulation mondiale. Et les Chinois, par exemple, sont beaucoup plus avancés que nous, etc. Ils n'ont aucun intérêt à faire une régulation. Donc, je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer, mais même je vais parler de mon domaine, le cinéma. Oui, c'est ça. C'est quand même assez dingue. Moi, je m'amuse, hein, comme tout le monde. Chat GPT, écris-moi un scénario à la Bertrand Bonello. En 10 secondes, il sort quelque chose. Je dis pas que c'est génial, mais c'est pas nul. Enfin, c'est pas incohérent. Alors, moi, ça m'intéresse pas. Mais quand on écrit l'épisode 4 de la saison 2 de machin, etc., à mon avis, ça fait le boulot, hein. Et dans 3 ans, ça va être encore pire. Donc évidemment que les scénaristes font grève. Évidemment qu'il y a quelque chose sur la figuration. Tout est faisable électroniquement. Donc il y a quelque chose de... Au-delà de je perds mon boulot, etc., ça raconte quoi? L'intelligence artificielle, tout comme tout ce qui est technologique, hein, c'est un outil. Et ça peut être formidable. On sait qu'en médecine, en recherche, c'est formidable. Mais un outil, ça doit être dominé par l'humain. Un outil, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est-à-dire, si moi j'ai un marteau, par exemple, je peux accrocher un très beau tableau, mais je peux aussi taper sur la tête de quelqu'un et le tuer. C'est le même outil. Donc, quel est le but comment on se sert de cet outil? Et l'humain doit dominer son outil. Et aujourd'hui, on ne domine plus. C'est les outils qui nous dominent. On est dominé, mais même par un ordinateur, par Internet. On n'est pas au-dessus, on est en dessous. Et le danger, il vient vraiment de là, je pense. On ne domine plus. Je vous pose la question parce que effectivement, là, il y a eu une polémique parce que Arte, qui est quand même la chaîne, voilà, la chaîne qui est censée défendre le cinéma d'auteur, va diffuser des films, des œuvres qui ont été faites justement à base d'intelligence artificielle. Et il y a eu un communiqué de presse des syndicats de scénaristes qui ont dit on est bien conscient que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Comme vous dites, ChatGPT, mais aussi une application, enfin, un outil qui a été créé, Génario, qui crée des scénarios à base d'intelligence artificielle. Mais en fait, ce que demandent les gens qui sont dans des métiers créatifs, c'est que leur métier soit protégé et en tout cas qu'il y ait des droits d'auteur ou qu'ils aient un retour. Parce que l'intelligence artificielle, c'est comment on prend toutes les histoires et on en fait, on en sort une. Donc il y a plein de gens qui se sentent en fait dépossédés de leur histoire et de leur œuvre. C'est pour ça que je vous posais la question. Et on a eu aussi les acteurs du doublage qui ont manifesté tout récemment parce que pareil, à juste titre, ouais. voilà, leur voix est récupérée et ils se sentent complètement dépossédés de leur voix. Donc, et quand on voit La Bête à la fin, où on voit le rôle de l'intelligence artificielle, qui n'est pas un rôle positif, on se pose effectivement la question. C'est très pervers, hein, parce que dans le film, l'intelligence artificielle dit nous avons réglé tous les problèmes que l'humain n'arrive pas à régler. Donc il n'y a plus d'inégalité, il n'y a plus de problèmes écologiques, etc., etc. Mais c'est quoi le prix à payer, quoi? Voilà. De la même façon, je voulais vous poser la question, parce que vous faites des longs métrages. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de séries.
Tout à l'heure, vous disiez, le cinéma, c'est pas une image de plus, enfin, c'est une image à part. Et je vous entendais dire que la mise en scène, c'était quand même quelque chose d'essentiel, et c'est ce qui pouvait différencier un long métrage, un film, d'une série ou de toute autre chose qui met le focus sur le personnage ou sur un récit. C'est le mode de fabrication qui fait la différence. Vous pensez toujours ça par rapport aux séries qui sont beaucoup plus... Alors, donc, globalement, oui, hein, parce que la série n'est pas le lieu de la mise en scène, c'est le lieu de la narration, c'est le lieu des personnages, et ça peut être formidable à ces endroits-là. Enfin, c'est comme du feuilleton, en fait. Voilà, c'est de la télévision, c'est du feuilleton. Il y a évidemment, on peut toujours pointer quelques séries ou mini-séries faites par des cinéastes et qui sont assez géniales. Mais bon, par exemple, Esternote et la série de Bellocchio, bah, il sait qu'il ne peut pas raconter ce qu'il veut raconter en 2 heures, il le raconte en 6. Ou Twin Peaks de Lynch, ou il y a quelques comme ça cinéastes qui passent par la série, mais parce qu'ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps, ils ont besoin de bifurcation. Euh, et donc, ce sont des séries quand même très, très, très mises en scène. Mais elles sont rares. Sinon, le lieu de la série, c'est vraiment celui de la narration du personnage. Et il y a des séries, notamment américaines, où ils sont vraiment très, très, très forts à cet endroit-là. Moi, ça m'intéresse pas d'en faire parce que bon, d'abord, c'est vrai que j'aime la salle. J'aime la salle et c'est quand même la mise en scène avant tout qui me porte. Et à un moment, j'ai été approché pour en faire un. J'avais commencé à travailler et je vois bien que dans le rapport avec le diffuseur, c'est pas à cet endroit que ça joue, quoi. Donc, la série, euh, c'est quelque chose, et les plateformes. Est-ce que vous pensez que, heureusement, le cinéma reprend un peu? Euh, Malheureusement, ça reprend que sur quelques films, hein, en particulier. Donc, on peut se réjouir d'un côté, et puis on peut aussi regretter que tous les films ne soient pas vus. D'ailleurs, j'avais vu que vous étiez aussi, euh, vous disiez comme Justine Triet qu'il fallait quand même préserver le mode de financement du cinéma français, qui est quand même un mode à part. On a un mode qu'on appelle vertueux, qui date de dizaines et dizaines d'années, qui est, contrairement aux idées reçues qui disent ah, voilà, ils font leurs films chiants avec l'argent du contribuable. Non, c'est pas vrai. On ne fait pas les films avec l'argent du contribuable. C'est un mode vertueux. Les Coréens, ils sont arrivés il y a 10-12 ans, ils ont regardé comment on faisait, ils ont copié, ils ont fait exactement la même chose. C'est aujourd'hui l'un des cinémas les plus dynamiques, vifs, qui se vend. Ils sont très forts en cinéma d'auteur, en cinéma commercial, en série. Ben voilà. Et c'est vrai que ce modèle, il est depuis 10 ans et tous les jours un peu plus fragilisé. Donc, ce que dit Justine, parce que c'est ce qu'on se dit nous tous quand on est dans des syndicats, des machins, etc. C'est pourquoi on fragilise un modèle qui marche et qui ne coûte pas d'argent. C'est vraiment incompréhensible. Oui, parce que ce sont les films qui marchent, qui, par des remontées de recettes, permettent à... Alors, le fonctionnement du CNC, ça n'est pas l'argent du contribuable, c'est sont prélevés sur chaque ticket de cinéma un petit peu d'argent qui fabrique le budget du CNC. Et par ailleurs, il y a une loi en France qui fait que tout diffuseur de films doit contribuer à la production de cinéma. Donc, par exemple, France Télévisions, Canal+, parce qu'ils diffusent des œuvres, doivent contribuer à leur... Ça s'appelle les obligations. Donc voilà, tout ça, c'est pas non plus l'argent du contribuable. Ce sont des obligations, c'est dans la loi. Et les mêmes obligations qui maintenant s'imposent aussi aux plateformes étrangères. Alors, moi, j'ai fait partie de ces négociations qui étaient très rudes, hein. Puisque les plateformes diffusent de la création, eh ben, elles doivent aider au financement de la création. Et ça a été dur parce que ce sont des Américains et pour eux, c'est abstrait. Ils disent, mais attendez, on ne va pas donner de l'argent pour du cinéma alors que nous, on ne diffuse pas de cinéma, on ne va pas dans les salles. Mais bon, c'était ça ou rien. Donc, c'était des négociations qui ont duré 6 ou 8 mois. Mais enfin, aujourd'hui, ils participent à la création cinématographique et audiovisuelle. Parce que nous, on est persuadé que la salle, ça reste quand même quelque chose d'à part. Ça reste quelque chose à part. Après, on voit bien que les plateformes, elles ont gagné. Elles ont gagné à un endroit. Économiquement, elles ont gagné. Donc la salle, elle ne va pas disparaître. Il y aura toujours des films. Mais
Aujourd'hui, David Fincher, il tourne plus pour la salle. Martin Scorsese, il tourne plus pour la salle. Parce ils ont tellement d'argent. Mais tellement d'argent. C'est colossal. Euh, donc, il y a un endroit, je parle des États-Unis parce que c'est quand même un peu le cœur, c'est là d'où ça vient. Mais aujourd'hui, les studios, ils font plus de films intéressants. Ça fait longtemps, mais c'est de pire en pire. Le cinéma indépendant, il a plus d'argent. Donc, qu'est-ce qui arrive des États-Unis d'intéressant? Il y a vraiment de moins en moins de choses quand on voit par rapport à il y a 20 ans, etc. Aujourd'hui, les cinéastes, les acteurs, les actrices, les scénaristes qui veulent trouver de l'argent pour avoir un peu des budgets, eh ben, ils vont tous sur les plateformes. Et même des scènes comme HBO qui ont fait des trucs formidables, aujourd'hui, Netflix les écrase. Donc, oui, elles ont gagné. À cet endroit-là, après, il y aura toujours des salles et des bons films. Hein. Alors nous, on fait autre chose avec Netflix, c'est qu'on leur demande les films les plus cinématographiques et on les diffuse à la Cinémathèque. Donc on essaie de récupérer les films des plateformes pour les diffuser. Et on va faire la même chose avec Amazon pour les ramener dans les salles. Voilà, pour ramener les gens dans la salle via... je ne sais pas si c'est la bonne démarche, mais en tout cas, c'est une démarche qu'on a trouvée pour valoriser quand même le cinéma Non, mais en tout salle. est bon. Après, là, vous parlez de distribution, en fait, mais les problèmes, ils sont en amont, ils En sont en amont, bien production. sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, pour conclure, avant de donner la parole aux personnes qui sont dans la salle, vous disiez quand on était jeune, on est presque de la même génération, on nous disait que l'avenir sera meilleur. Or, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plutôt l'impression que leur avenir... C'est normal. Enfin, voilà, moi, j'ai grandi dans les 70, donc évidemment, j'ai vu une espèce de progrès comme ça, quotidien, à plein d'endroits. Donc, on grandit dans cette idée que demain sera meilleur qu'hier. Après, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Mais, bon, par exemple, j'ai une fille qui a 20 ans, 21, et elle, évidemment, elle grandit dans l'idée que demain sera pire qu'hier. Mais parce qu'en fait, depuis qu'ils sont nés, c'est catastrophe sur catastrophe. Il n'y a pas un endroit de lumière. Coma parle un petit peu de ça, hein. C'est pour ça que je me suis intéressé aussi à comment se projeter dans le monde quand dès qu'on a une projection, on vous dit non mais là c'est une catastrophe, là ça c'est pas possible. Et moi, ayant grandi dans l'idée du contraire, ça fabrique quoi? Ça fabrique que quand même on se projette dans le monde avec l'idée quand même du désir, du possible. C'est le rapport au désir toujours. Hein, alors même si ça s'est énormément durci, c'est quand même en moi. C'est quand même inscrit en moi. Et c'est pour ça que moi je suis très attaché à ce film, parce que c'est une lettre, il y a une lettre en épilogue, une lettre en prologue, mais c'est ouais, bonne chance quoi. Et pourtant, vous êtes quand même optimiste. Et vous dites que même s'ils partent avec l'idée que demain sera pire qu'hier ou aujourd'hui, ils vont peut-être faire des choses que nous, on n'aura pas fait Oui, et parce qui qu'il y vont aura une être... conscience. Il y aura une conscience que nous, on n'avait pas, puisque tout allait plutôt bien. Enfin, et donc, peut-être que cette conscience, cette politisation, c'est un désir qui est peut-être à un autre endroit, peut-être moins narcissique, moins personnel, peut-être plus collectif. Bon, peut-être que je me trompe totalement, quoi, mais c'est quelque chose que je peux croire, oui. En tout cas, merci beaucoup, Bertrand. On va voir s'il y a des questions pour vous dans la salle avant de projeter justement en commun ce film que vous avez dédié à votre fille. C'est un peu une question vaste, mais vu qu'on a parlé un peu de tous vos films, moi c'était un peu sur le processus d'écriture, sur vos scénarios, si vous pourriez nous en dire, si vous co-scénarisez, vous avez un co-scénariste, et que vous écrivez des scénarios dialogués, ou comment un peu tout ça selon un peu. Alors, c'est un petit peu différent selon les projets, il y a pas vraiment une règle. Sur la co-scénarisation, j'ai co-scénarisé Saint-Laurent et mon prochain. Sinon, j'écris seul. Mais après, d'une manière générale, parce que comme vous avez dit, c'est vaste, on pourrait en parler pendant une heure, mais pour être concis, je pense que la chose pour moi la plus importante, c'est de se dire qu'on n'écrit pas un scénario, c'est qu'on écrit un film. Que le scénario, c'est un drôle d'objet, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps dessus, puis en fait, il est fait pour disparaître. Mais écrire un film, ça veut dire essayer de tout penser en même temps. L'image, le son, la mise en scène, la musique. Moi, j'ai des scénarios, par exemple, qui sont
extrêmement précis à plein d'endroits. Par exemple, puisque bon, je fais mes propres musiques de film, je les fais pendant le scénario. Je ne les fais pas comme la plupart des gens pendant le montage. Je veux que la musique soit quelque chose qui raconte quelque chose, pas quelque chose qui illustre. Et j'essaie d'avoir, pendant que j'écris le scénario, j'ai aussi donc j'ai mon petit studio de musique, mon ordinateur avec mon scénario, et puis un cahier dans lequel je colle des images. Je fais ce qu'on appelle le mood board en même temps. C'est ça que j'appelle écrire un film. C'est-à-dire se dire ça va être à l'écran. C'est pas juste un texte avec des didascalies et des dialogues, et après c'est terminé, et après on se dit bon, comment je vais faire pour le tourner. Enfin, voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais c'est comme ça que moi, peu importe le film, que j'aborde l'écriture. Ouais. Merci. Merci beaucoup Bertrand Bonello. Merci à vous. Merci d'être revenu chez vous.